Bonjour à tous. Alors, donc moi, mon intervention elle va porter sur la question suivante. Peut-on installer un système de culture agroécologique sur des sols à antécédents viticoles? Et je voulais, avant de commencer, proposer deux mots sur un petit peu le cadre du coup de ce travail. Donc je voulais dire que j'ai abordé cette question au cours de cette année, dans le cadre d'un travail devant nous amener à concevoir un système de culture innovant lors d'une unité d'enseignement d'ingénierie agroécologique. Et l'ensemble de notre promotion, constituée d'étudiants en master ASCII ou donc agronomie système de culture innovant ou en cursus ingénieur PVD, production végétale durable, a été amené à réaliser par groupe de 3 ces travaux de conception sur des thèmes variés. Alors moi, je vais structurer ma présentation dans un premier temps en vous détaillant la démarche pédagogique qui nous a été demandé de suivre, puis dans un deuxième temps en illustrant cette démarche par la présentation de mon travail, donc qui portait sur la reconversion d'un vignoble, et qui m'a amené à réfléchir donc aux contraintes que pouvait représenter un antécédent viticole, notamment sur la qualité du sol. Alors d'abord, donc la démarche que nous devions suivre devait nous amener dans un premier temps à identifier un cadre de contraintes caractérisé par une situation géographique, des éléments socio-économiques du territoire et de l'exploitation, puis d'éléments biophysiques au niveau de la parcelle. Puis nous devions dégager une problématique agronomique, et le cœur de notre travail de conception se faisait par la mobilisation d'un schéma conceptuel permettant à la fois de saisir la complexité de la situation et de souligner les interactions entre les éléments essentiels pour la problématique. Donc cela doit nous conduire à dégager des performances attendues du système et les traduire en indicateurs afin de pouvoir évaluer ce système par la suite. Donc le système de culture innovant se base sur des leviers et des propositions techniques dans une approche systémique et nous a amené à mobiliser l'ensemble de nos unités d'enseignement. Alors je vais faire un petit point de contexte. C'est dans un cadre européen de surproduction de vin dans les années 70 qui a amené des dispositifs comme la prime à l'arrachage à encourager la restructuration des vignobles régionaux vers des productions plus qualitatives. Et donc cette prime à l'arrachage a encouragé, donc vraiment encouragé des processus d'arrachage, particulièrement dans la région du Languedoc, où on est passé d'une quasi-monoculture viticole à un développement d'une agriculture plus diversifiée, mais aussi de friches. Et donc notre étude, on a décidé de la cibler dans l'Hérault, où ce dispositif a eu un impact particulièrement important, puisqu'en 40 ans, les surfaces viticoles ont été divisées par 2 et la production vinicole par quasiment 3. Et où les problèmes de phytotoxicité lors de la reconversion des systèmes s'est avéré prégnante, notamment puisque un tiers des surfaces arrachées ont été reconverties en grandes cultures et en culture de blé dur. Et c'est une plante qui est particulièrement sensible à la phytotoxicité du cuivre, comme il a déjà été mentionné. Alors par rapport au cadre de l'exploitation, on a contextualisé notre travail dans le cadre d'une exploitation familiale de 2 UTH sur 30 hectares, dont 20 étaient initialement utilisés pour la production de vin en AOC Terrasse du Larzac. Et sachant le potentiel de consommation des zones urbaines du secteur, il était intéressant d'imaginer une diversification du système par l'acquisition de 10 hectares de vignes à arracher dans la plaine dans l'optique de les valoriser en circuit court. Alors maintenant, je vais passer rapidement aux contraintes pédologiques qui ont déjà été évoquées. Donc on a un affaiblissement du taux de matière organique, la dégradation de la structure du sol,
un affaiblissement de l'activité biologique et la contrainte de la contamination en cuivre, et donc ces éléments étant interconnectés. Et je voulais donner aussi un mot pour les contraintes pédoclimatiques du secteur qui sont importantes, notamment sur donc, ces sols pauvres en matière organique, constitués de formations détritiques récentes et reposant sur une roche-mère calcaire. Les cultures sont sujettes dans ces conditions méditerranéennes au stress hydrique et thermique en fin de cycle pour la céréale. Et donc dans ma deuxième diapo, je vais détailler un peu les caractéristiques du sol. Donc c'est un sol argilo-calcaire, le pH est de 8,4, l'indice de battance de 0,9 et une texture limono-argileuse, la capacité d'échange cationique de 18 cm par kilo de sol et le rapport C sur N de 8,4. La quantité d'azote étant estimée à 0,93 g par kilo. Et par rapport aux valeurs de cuivre et de matière organique, le cuivre estimé par la méthode EDTA est de 500 mg par kilo, ce qui se situe dans la fourchette supérieure que Philippe Hinsinger a évoquée tout à l'heure, et la quantité de cuivre assimilable de 87 mg par kilo. Le taux de matière organique est de 0,35, excusez-moi, qui est particulièrement faible, et la quantité de biomasse microbienne encore plus faible, estimée à 0,9 pourcentage de carbone. Donc ça m'amène à proposer cette problématique. Dans ce cadre de contraintes fortes et multiples, quels sont les stratégies agroécologiques que nous pouvons déployer pour garantir une production agricole de qualité en favorisant les services écosystémiques? Alors, donc pour répondre à cette question, j'ai expliqué que nous devions mobiliser un schéma conceptuel afin de mieux comprendre notre contrainte prioritaire qui était le stress cuprique. Donc bon, je vais passer un petit peu rapidement parce que c'est vrai que tous ces aspects ont déjà été évoqués, mais je voulais commencer par les facteurs de spéciation, qui sont donc quatre facteurs environnementaux prépondérants dans la spéciation du cuivre. Donc il y a tout d'abord l'eau, en sachant que par exemple les hivers pluvieux sont plus favorables à développer les symptômes de phytotoxicité. La structure du sol, donc les éléments structuraux du sol ont un rôle également dans la disponibilité et la biodisponibilité du cuivre. Notamment un sol argileux a un potentiel de rétention plus important qu'un sol sableux. Également le pH, le rôle du pH a été aussi appuyé. Je répéterai que l'acidité induit une spéciation du cuivre en ions solubles, et que les processus d'alcanisation par les racines au niveau de la rhizosphère est un processus particulièrement important qui explique la diminution de la disponibilité du cuivre en sol acide. Enfin, le rôle des matières organiques, qui peut s'avérer crucial et représenter un levier agronomique important dans notre situation. Et nous avons utilisé ce levier pour notre système de culture innovant. Donc voilà, là, ce sont les phénomènes de chélation. Alors, par la suite, on va s'intéresser aux conséquences pour la plante. Rappelons que la biodisponibilité et la phytotoxicité est très dépendante de l'espèce végétale. Et une petite définition de la rhizosphère, qui est le volume sous l'influence de l'activité des racines présentant une activité spécifique de micro-organismes en symbiose, et qui représente du coup une sorte de micro-écosystème de quelques millimètres autour des racines. Donc au sein de cette interface, il y a des phénomènes de compétition dans l'absorption entre le cuivre et le fer, comme il a aussi été rappelé, qui provoquent des syndromes de chlorose ferrique et induit des dommages lors de l'élaboration du rendement. Enfin, le phénomène de rigidité a également été présenté, donc je ne vais pas forcément revenir plus là-dessus. Je voulais également représenter dans mon schéma conceptuel les processus biologiques qui étaient impliqués dans la dégradation des matières organiques, car
il représente une base incontournable pour la nutrition des cultures en production agroécologique. Et je conclurai sur cette diapo en rappelant que, suite à des pratiques viticoles néfastes pour la qualité du sol, il nous a semblé essentiel de considérer donc comme un enjeu majeur de développer des systèmes de culture présentant des pratiques bénéfiques pour l'écologie du sol, qui est une composante primordiale des agrosystèmes. Donc, après avoir présenté donc, ce cadre de contraintes, utilisé ce schéma conceptuel, nous pouvons dégager les performances attendues sous forme d'objectifs généraux. Alors, le premier que nous avons déployé en 3 piliers. Donc, le premier vise à l'amélioration globale de la qualité du sol et à remonter le taux de matière organique stable, et cela dans une double optique. D'abord en tant que facteur clé de la production, la productivité des agroécosystèmes, comme je l'ai dit, et en tant que stratégie pour orienter les poules de cuivre vers une moindre disponibilité et biodisponibilité. Donc les propriétés du sol, notamment la structure et l'activité biologique, pourront être améliorées par le recours à des amendements organiques, donc du compost, de marc de raisin et des résidus de culture, et à une couverture maximale végétale au cours des rotations et des successions. Le deuxième pilier repose sur la valorisation optimale des ressources naturelles et des processus écologiques de l'agrosystème. La stratégie culturelle donc, que nous avons proposée pour une meilleure efficience des ressources est une succession sur ces 10 hectares avec les cultures suivantes. Donc une association blé dur légumineuse, une févrole, une moutarde blanche comme sipan et un pois chiche. Le troisième pilier donc consiste à tendre vers un système agroécologique diversifié à forte valorisation, au maximum respectueux de l'environnement. Donc c'est un système à culture principale de blé dur, de pois chiches et de légumes en AB en circuit court. Alors il faut remarquer, sous réserve que le taux de matière organique soit augmenté et que la contrainte de cuivre concernant les rendements et la qualité des produits, il serait donc intéressant d'envisager une rotation entre ce système céréales légumineuses crucifères et le système maraîcher, par exemple sur 8 et 2 hectares. Alors maintenant, je vais passer aux stratégies que nous avons identifiées par rapport à la contrainte de cuivre. Alors la première étant la modification des poules de cuivre par le processus de collation, avec les matières organiques, comme j'ai déjà évoqué. Cette stratégie peut être considérée comme stratégie d'évitement chimique. Il y a aussi la stratégie d'évitement physique par l'amélioration de la structure. En effet, comme le cuivre est accumulé en surface, il faut rechercher un développement racinaire le plus rapide possible. Et cela pourrait être permis par l'amélioration du taux de matière organique, l'effet structurant du sipan et un travail superficiel avant l'implantation des cultures principales. Et enfin, une stratégie d'adaptation génétique pourrait être envisagée par un travail de sélection de variétés population de blé dur et de pois chiches notamment, dans le cadre d'un réseau de semences paysannes. En effet, il serait possible que certaines plantes expriment des caractéristiques physiologiques héritables, leur conférant une meilleure résistance au stress cuprique, et la multiplication des plantes mères les plus résistantes et adaptées pourront permettre une amélioration globale de la productivité du système. Donc, je vais passer à l'itinéraire technique rapidement. Donc nous proposons un itinéraire technique relativement classique pour la région, des cultures classiques pour la région, et l'association blé dur févrole est issue de... Donc j'ai utilisé des références techniques proposées dans le cadre du projet PerfCom. Et donc pour cette association, le dosage du semis de la févrole et du blé est crucial, car la févrole est une plante à potentiel de compétition importante. Et donc la maîtrise de cette compétition de la légumineuse sur le blé permettrait de garantir un taux protéique suffisant en système AB base intrant. Et cette association permet d'améliorer l'efficience des ressources
par des processus de complémentarité et de facilitation entre graminées et légumineuses. Il faut également remarquer que les résidus de paille contribuent à l'enrichissement du taux de matière organique et que la moutarde permet de réduire les risques de lixiviation, ainsi aussi maximiser la couverture du sol, enrichir le sol en minéraux pour la culture suivante, donc de pois chiches, et donc éventuellement a un rôle pour réduire la disponibilité, la biodisponibilité du cuivre. Je ne détaillerai pas plus les aspects techniques de cet itinéraire, puisque je voudrais détailler un petit peu plus la démarche qui nous a conduit à évaluer l'évolution du taux de matière organique stable. Alors rappelons d'abord que le taux de matière organique du système est initialement de 1,35, ce qui correspond à une quantité d'humus d'environ 36,5 tonnes par hectare sur les 20 premiers centimètres du sol, et que l'objectif est de remonter à 2,5%. Alors nous prenons en compte les apports de matière disponibles sur l'exploitation et évaluons ses limites. Donc c'est en l'occurrence les résidus de culture et le compost de marc de raisin. Donc, sachant les limites de rendement autorisées en AOC terrasse du Larzac, la quantité de marc de raisin produite par tonne et par hectare de vigne est d'environ 1,76. Et par quelques calculs simples, nous obtenons une quantité de compost de marc de raisin à épandre sur les 10 hectares de culture. Et donc, je voulais aussi donner quelques informations sur les caractéristiques du compost, qui est de 25% de matière organique, un coefficient isomique de 80 et un rapport C sur N de 16,4, et ce qui confère un bon équilibre entre les frais structurants et la libération d'azote et l'enrichissement du taux de matière organique. Voilà, donc du coup, je voulais maintenant vous présenter les détails, la conclusion de nos calculs. Donc l'usage de résidus de culture et de compost de marc de raisin permet finalement de rehausser le taux de matière organique de 0,21%, ce qui représente une augmentation de 1,35 à 1,56, soit 18% de l'objectif. Alors à partir de ce moment-là, on a deux alternatives. Soit on répète 5 fois la succession, ce qui représente une durée de 10 ans pour arriver à l'objectif, ou soit il est envisageable d'acheter un compost à l'extérieur de l'exploitation pour combler ces 20 tonnes de matière organique stable manquante. Alors je vais passer maintenant aux critères d'évaluation. Alors déjà, pour les critères de la qualité du sol, ils seront simplement issus d'un test Bech, notamment la structure, l'activité biologique apparente et le nombre de turicules pourront être évalués. Et des analyses de sol pour compléter la connaissance de l'activité, l'évaluation de l'activité biologique et de l'évolution du taux de matière organique. Par la suite, il est aussi donc primordial dans le cadre de notre problématique de faire des analyses des différents pools de cuivre pour suivre leur évolution et estimer la dynamique de la disponibilité. Il serait aussi intéressant de mettre en relation l'évolution du taux de matière organique et des différentes teneurs des différents pools de cuivre afin d'analyser le lien entre ces éléments et donc d'évaluer la pertinence du fait d'utiliser des matières organiques comme levier agronomique pour diminuer la disponibilité du cuivre dans nos conditions pédoclimatiques. Et enfin, l'évaluation de la phytotoxicité sur le blé dur peut se faire par des méthodes simples de comparaison de rendement et d'observation de symptômes sur la plante au niveau des racines ou des feuilles, et permet donc, le cas échéant, d'évaluer la pertinence du fait d'utiliser des matières organiques comme levier pour diminuer cette fois la biodisponibilité du cuivre. Donc j'en suis menée à ma conclusion qui
sur laquelle donc, je reviendrai sur encore cette question de biodisponibilité du cuivre. Donc il est important de rappeler que c'est un processus fin et très complexe qui nécessite une approche systémique si l'on veut concevoir des solutions agronomiques relatives à ce problème, et qui doit mobiliser des connaissances sur l'interface entre le sol et la plante. Et je voulais aussi donc préciser qu'il est évident que mon travail comporte des limites, notamment pour les raisons qui ont été évoquées sur le manque de références scientifiques, et qu'il sera donc nécessaire d'évaluer l'impact de mes propositions lors de la mise en place de ce système de culture innovant, et que nous manquons de références scientifiques pour une évaluation grâce à des modèles avant sa mise en place. Et je voulais terminer par quelques remarques un peu plus personnelles sur le travail que j'ai mené, à savoir l'intérêt que j'ai porté pour cette démarche de conceptualisation de système avec son approche systémique, et la prise de conscience de l'importance de cette problématique que m'a permise la réalisation de ce travail. Et il me semble donc très intéressant de mobiliser cette démarche de conceptualisation de système pour explorer de nouvelles problématiques.